Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous dois? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Et pour cette addition, nous remercions Stanislas Rigaud d'être présent avec nous aujourd'hui exceptionnellement. Vous le savez, normalement, son jour, c'est le mercredi. Mais demain, nous retrouverons Maria Descraffré. Et puis, toute l'équipe est avec moi en studio. Je vois Richard Dessès qui s'empresse de nous rejoindre. Merci, Richard. Stanislas Rigaud, vous vouliez aujourd'hui commencer par nous parler rapidement de Villeneuve-Saint-Georges. Peut-être pourriez-vous expliquer aux auditeurs pourquoi un tel intérêt pour cette commune française? Ah bah exactement. Alors, bonjour à tous, bonjour Richard, bonjour Liselotte. Villeneuve-Saint-Georges, c'est la ville qui fait parler en ce moment, puisque Louis Boyard, le candidat bien connu mélenchoniste, est au second tour désormais de cette ville où une élection partielle se déroule. Et l'on se retrouve à être dans un cas de figure extrêmement simple où les situations à droite comme à gauche sont celles se pose la question de l'union. C'est-à-dire que la droite est en train de négocier pour s'allier pour faire perdre Louis Boyard. Le Point d'ailleurs titré TSB, tout sauf Boyard. Et de l'autre côté, le Parti Socialiste essaye de négocier avec la liste de Louis Boyard pour enlever un candidat pro-Hamas afin de s'allier avec. Mais indépendamment de cette ville de Villeneuve-Saint-Georges, indépendamment du résultat de dimanche prochain, le sujet qui est intéressant, c'est que pour la France Insoumise, c'est en effet un laboratoire, cette ville. C'est un test grandeur nature avant les municipales qui se dérouleront en 2026. En 2026, la France Insoumise, et elle a commencé, lancera ses députés, ses plus brillants, Sébastien Delogu, Antoine Léaumont, pour tenter de prendre des villes. Les villes de plus de 10 000 habitants sont ciblées. C'est l'occasion pour eux, avant la présidentielle, de tester leur méthode, de campagne et de tester surtout la gestion d'une ville. C'est le point qui manque à ce mouvement, au mouvement de Jean-Luc Mélenchon, pour réellement s'ancrer territorialement et donc prouver que leur méthode fonctionne. Alors qu'à droite et dans le plan national, beaucoup de débats se posent autour des personnalités qui pourraient prendre le flambeau à la veille de la présidentielle, et donc beaucoup veulent éviter les municipales. La France Insoumise en a décidé autrement et décide de faire de ces élections municipales une expérience leur permettant de lancer la campagne de la présidentielle en 2027. Et je crois que la droite, le camp national, doit faire exactement la même chose. C'est parce qu'il y aura un ancrage local et c'est parce qu'il y aura des résultats sur le terrain que nous pourrons démarrer une campagne présidentielle en bonne position. C'est l'occasion de révéler des talents, c'est l'occasion de tester des méthodes. Je prends par exemple Orange. Orange est une ville tenue par les Bompard depuis 1995 et qui prouve qu'une ligne dure, une ligne identitaire, une ligne conservatrice fonctionne et surtout permet de se faire élire et réélire. Et au moment où Louis Boyard, lui, fricote avec le Hamas, au moment où lui n'hésite pas à assumer sa ligne, je crois que notre camp doit faire de même et doit être capable de s'allier, mais surtout de tester de nouvelles choses à l'approche et des municipales pour préparer la présidentielle de 2027. Merci Stanislas bonjour, pour cet édito et bonjour à Louis. Merci de nous rejoindre Louis malgré le travail qui vous accable. Stanislas Rigaud, vous parliez de l'importance de cet ancrage local, ancrage qui d'ailleurs ne dépend pas seulement de la vie politique. Aujourd'hui, il y a un vrai terrain culturel localement à réinvestir. Oui, et puis c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans le cas de Villeneuve-Saint-Georges, c'est-à-dire que Villeneuve-Saint-Georges est une ville particulièrement pauvre, la ville la plus pauvre de son département, et c'est une ville qui en plus a beaucoup de soucis. Il y a l'aéroport d'Orly où les avions passent très fréquemment au-dessus, et surtout, là où c'est intéressant pour la France Insoumise, c'est que leur méthode Terra Nova, la méthode qui consiste à draguer un électorat issu de l'immigration, est en train de s'appliquer. Et dans d'innombrables villes, on peut supputer que ces méthodes fonctionnent, puisque on l'a vu aux législatives, dans le 93 par exemple, dans certaines circonscriptions des Bouches-du-Rhône, les victoires sont quasi assurées au premier tour. En revanche, localement, ils n'ont toujours pas réussi à le faire, puisque les partis comme celui du Parti communiste ou le Parti socialiste sont bien plus ancrés et ont des réseaux organisés, savent diriger des collectivités, ce qui n'est pas leur cas. Et d'ailleurs, si l'on peut faire un parallèle, c'est un peu le parallèle entre LR, Parti socialiste, et évidemment la France Insoumise et le Rassemblement national. Donc oui, évidemment que localement, il y a un combat culturel identitaire qui se met en place et qu'il faut absolument gagner. Alors, la droite nationale a réussi à attraper Hénin-Beaumont. Les impôts locaux ont été baissés 8 fois pendant l'ensemble des mandats. Donc malgré tout, la droite nationale a une expérience. Revenons sur Villeneuve-Saint-Georges. Vous nous dites que la gauche essaie de s'allier, que la droite essaie de s'allier. Je crois qu'il y a 5 candidats potentiels au second tour.
Donc, qui va s'allier avec qui? Est-ce que le Rassemblement national va s'allier? Alors, le Rassemblement national se pose, je crois, la question en ce moment même. Ils n'ont pas de liste à Villeneuve-Saint-Georges, si je ne me trompe pas. Ils soutiennent d'une certaine façon la liste du maire sortant, qui est Monsieur Gaudin, si je dis pas de bêtises. J'écorche peut-être son nom, mais celui qui a fait polémique il y a quelques temps, après un salut nazi dans son conseil municipal. En tout cas, localement, je sais que le mouvement Reconquête appelle à soutenir l'ALR, qui est face à Louis Boyard. Et il y a le sujet, évidemment, de la majorité, enfin l'ex-majorité présidentielle, qui, en tout cas, aux législatives, n'avait pas été très courageuse au moment des seconds tours entre la droite et l'extrême gauche. Ouais. Donc là, pour le moment, il y a plutôt 3 camps que... Il y a 3 camps et chacun essaie de se disputer le restant. Quand vous dites qu'il faudrait que la droite nationale présente des candidats au municipal, ça suppose que la droite nationale, d'abord, soit un mouvement uni, une force politique construite, cohérente, où les différents mouvements se reconnaissent entre eux. Et ça suppose aussi qu'il y a un terreau nourri de candidats potentiels. Est-ce que véritablement l'ensemble des partis dits de droite nationale a réussi à construire ce réseau, à nourrir ce terreau? Vous avez parlé d'Hénin-Beaumont, mais dans d'autres villes remportées par le clan national, je pense à Beaucaire, je pense à Perpignan évidemment, c'est des listes d'union qui l'ont emporté. Je pense également à des listes qui n'ont pas remporté le scrutin, mais à Carpentras par exemple, le général de la Chênaie a réussi à constituer une équipe rassemblant différentes sensibilités. Évidemment, il y a un sujet idéologique en premier chef, il y a des sujets stratégiques au niveau national, mais il y a aussi des sujets extrêmement pratico-pratiques, si je puis dire. Puisque pour constituer des listes, il faut la parité, il faut un sacré personnel, et il faut des personnes qui habitent dans cette ville, parce que contrairement aux législatives, il n'y a pas cette idée de parachutage où on peut envoyer des candidats parisiens, ou des membres du siège, ou des collaborateurs parlementaires pour faire campagne. Donc pour des raisons aussi très pratiques, et par le fait qu'il y ait évidemment 36 000 communes dans ce pays, il y a évidemment beaucoup plus de chances que des listes travaillent, que des partis, des mouvements travaillent ensemble, plutôt que les législatives, où ce scrutin permet, la seule étiquette permet de faire la différence. On sait très bien que beaucoup de partis envoient des candidats parachutés qui n'ont que peu d'ancrage ou pas d'ancrage, et qui peuvent néanmoins l'emporter. Localement, c'est toujours un peu plus compliqué, notamment pour les municipales. Stanislas Rigaud, on quitte un peu le terrain politique pour parler de... Ah pardon, oui, j'avais Louis, juste un dernier point, c'est que le Louis Boyard, justement, pour l'emporter, a besoin de faire une alliance, comme on l'a vu aux législatives. Ils ont besoin de faire une union de la gauche, une nouvelle NUPES, ou un nouveau Front Populaire. Et c'est vrai que là, le 7 octobre a vraiment joué un rôle décisif là-dedans, parce que le candidat communiste allié aux écologistes, acte cette alliance uniquement si Louis Boyard retire un de ses colistiers qui est ouvertement pro-Hamas. Donc évidemment, Louis Boyard ne risque pas de le faire parce que là, forcément, c'est un point sensible. Il risque de perdre d'autres colistiers derrière, il risque de créer une vraie panique au sein de son équipe municipale. Donc là, clairement, il y a quand même un enjeu pour le coup. Est-ce que vous pensez que la gauche peut maintenant, après le 7 octobre, peut vraiment se reformer comme on l'a vu aux législatives? Ils l'ont fait aux législatives, et les législatives étaient après le 7 octobre. Moi, je considère que c'est des tartuffes. Là, c'est peut-être tout à l'honneur de la liste communiste et de cette tête de liste de s'opposer à Louis Boyard de cette façon. Et d'ailleurs, comme vous l'avez souligné, c'est très subtil. C'est-à-dire que ce qu'il peut gagner avec les communistes, il peut le perdre évidemment dans les banlieues. C'est toute la finesse de la proposition communiste. Maintenant, si le Parti communiste et les écolos considéraient que c'était réellement un sujet d'avoir des personnes pro-Hamas dans leurs alliés, ils ne se seraient pas alliés en 2024. Ouais. Ils ne feraient pas partie du nouveau Front Populaire. Louis Boyard, c'est pas un accident d'avoir quelqu'un de pro-Hamas sur sa ligne. Il sait très bien qui il est. D'ailleurs, vos confrères d'un média qui s'appelle Frontières l'ont bien révélé. C'est assumé. Et vous l'avez aussi très bien dit, c'est une façon d'aller chercher un électorat qui ne se mobilise pas nécessairement. Puisqu'en plus, dans une municipale encore plus partielle, il y a évidemment un taux d'abstention qui est très fort. Je crois que c'est 30% de participation à Villeneuve-Saint-Georges. Un tiers des électeurs, oui. Un tiers des électeurs. Et Louis Boyard est arrivé en tête avec 1024 voix. Vous imaginez. Et sur 1024 voix, aller chercher les 200 jeunes, 300, 400 jeunes qui sont touchés par ce sujet, qui est celui du conflit israélo-palestinien, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, les communistes et les écologistes sont subtils sur ce point-là. Je leur souhaite bon courage pour digérer ou en tout cas gérer la fatwa qui leur sera lancée si Louis Boyard perd parce qu'il n'y a pas eu d'alliance.
mais en tout cas, c'est d'une hypocrisie sans nom. Ouais. Et le maire sortant de Villeneuve-Saint-Georges, c'est Philippe Gaudin, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je ne veux censurer personne, j'ai failli Ah, commettre mais y a pas de problème, l'irréparable. Donc je suis pas dans est-ce votre que- champ de vision, c'est pour ça. Puis-je passer au sujet Mais je vous en suivant prie. Liselotte ne veut pas habiter à Villeneuve-Saint-Georges. Non, exactement. Oui, donc je le disais, on s'éloigne du terrain politique, quoique on va parler culture et c'est toujours un petit peu lié. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est attendu, comme on peut le lire dans la presse, au chevet du musée du Louvre. Le musée a alerté sur la vétusté de ces installations. Voilà, et on attend des réponses fortes de la part d'Emmanuel Macron, forcément, pour pouvoir préserver ce patrimoine français. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter pour ce patrimoine culturel français, Stanislas Rigaud, et surtout, est-ce qu'une fois de plus, il n'y a pas des risques de se voir privé de ce patrimoine? On sait qu'il y a des hôtels particuliers, de vieux hôtels particuliers, l'hôtel Lambert, par exemple, sur l'île Saint-Louis, qui a été acheté par le Qatar, la cristallerie Baccarat, qui est une des plus vieilles cristalleries de France, qui se fait racheter par les Chinois, enfin en tout cas un symbole d'excellence dans ce domaine. Est-ce que c'est ce qui nous menace? Quelle est votre analyse, votre constat? En tout cas, Emmanuel Macron a des dons incroyables. Il est au chevet de Notre-Dame, il est au chevet maintenant du musée du Louvre. Il est Bientôt, au chevet de sa femme, tous Il est les au monuments chevet. historiques. C'est incroyable. il est décidément hors norme, ce président de la République. C'est Saint-Louis. Je crois qu'il y a un peu de ça derrière ce personnage contesté, mais l'histoire lui rendra sûrement hommage pour ses talents de guérisseur. Non, Emmanuel Macron, c'est sur ce sujet-là précis, fait encore une fois de la communication. C'est très bien encore une fois symboliquement, que le président de la République se préoccupe d'un musée comme celui du Louvre, qui est un musée évidemment qui représente notre pays, qui représente notre culture. Simplement, c'est toujours un peu la même chose. Ils arrivent une fois que la bataille est terminée, puisque Emmanuel Macron, encore une fois, rappelons-le, est au pouvoir depuis maintenant 7 ans, et qu'il aurait pu peut-être se tenir au courant de l'état du patrimoine en France. Je crois savoir que beaucoup ont alerté, et pas forcément des gens de notre camp, mais un Stéphane Bern, par exemple, parle globalement de ça toute la journée, et sur toutes les chaînes et dans tous les médias auxquels il a accès. Stéphane Bern n'est pas éloigné du président de la République. On a eu le cas de Notre-Dame, on a eu le cas de la Tour Eiffel également, qui a un sujet sur son état de santé également. Peut-être qu'il sera d'ailleurs à son chevet d'ici quelques jours. Il se sentira bien petit par rapport vis-à-vis de la Tour Eiffel. Donc c'est toujours le même scénario, c'est-à-dire qu'on attend la catastrophe, on attend le début de catastrophe pour qu'Emmanuel Macron vienne se porter en héros. Rappelons que le coût des travaux de redécoration de Brigitte Macron à l'Élysée s'élevait à 500 000 €. Pour des choses pas sublimes, non, il me c'était semble. genre des tapis, des trucs. Bon, voilà, elle a voulu moderniser un peu l'ensemble. Le Louvre a besoin de plusieurs centaines de millions d'euros. Bien donc évidemment, on ne va pas mais- les reprocher les 500 K. Je reproche Non, mais- plutôt le manque de goût de Brigitte Macron que les 500 000 Non, €. surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'on a l'impression que Macron essaye en permanence de rejouer 2017. C'est-à-dire parce que voilà, vous vous souvenez, le Louvre, c'était le moment où il investit la citadelle royale, puisque donc voilà, le Louvre, ça date d'il y a longtemps. Il y a encore les Ah, mais murailles de Philippe Auguste c'est- quelque part. J'étais persuadé que c'était Emmanuel Macron qui l'avait, à son arrivée, construit. C'est- Non, il l'a transcendé. Ah oui, pardon. Il en a modifié la nature profonde. C'est devenu un monument macronien. Donc voilà, donc un lieu de pèlerinage. Des milliers de macronistes chaque jour visitent le Louvre en cherchant la trace de ce que Macron a pu laisser. Mais il est en fait en permanence en train de construire sa propre statue avec les débris de cette culture dont il prétendait qu'elle n'existait pas. C'est quand même absolument fascinant. C'est fascinant, et puis on se souvient, vous l'avez rappelé, mais son arrivée triomphante un soir de mai 2017, avec la pyramide du Louvre en arrière-plan et l'hymne européen, il me semble, comme musique pour accompagner son accession au pouvoir. Il est quand même amusant, ce président, parce que j'imagine tout le monde ici autour de la table attaché aux symboles et aux symboles liés au pouvoir. Ça fait partie des prérogatives d'un chef d'État, d'incarner sa posture par des symboles forts. C'est ce qu'il a réussi c'est ce qu'il a tenté de faire avec Notre-Dame, c'est ce qu'il a tenté de faire en se déguisant en militaire, c'est ce qu'il a tenté de faire, c'est ce qu'il tente de faire avec le Louvre. Et puis à chaque fois, il retombe dans ses travers. C'est-à-dire que, pour être très franc, je considère que c'est très bien d'avoir un président de la République au chevet des monuments historiques. Je considère que c'est très bien d'avoir un président de la République qui se met aux côtés de nos militaires et qui parfois endosse leur uniforme. Vous savez, c'est cette formule, on devient l'homme de son uniforme. Le problème, c'est que le président de la République, après avoir mis un uniforme militaire, il se met
en tenue de drag queen, ou en tout cas à leur côté. Et il devient à ce moment-là aussi l'homme de l'uniforme que portent ses amis. Et c'est le drame de ce personnage qui n'a pas de structure idéologique, pas d'attachement à notre culture, pas d'attachement à notre identité. Donc c'est ce que je lui reproche maintenant, mais depuis 7 ans, je ne crois pas avoir dit des choses qui effraient vos auditeurs ou qui sont Non. des découvertes. Ça va. Tout à l'heure, Richard, vous avez mentionné Brigitte Macron. Bon, c'était une blague pas très gentille, mais qui a eu le mérite de nous faire rire. Aujourd'hui, ça m'a choqué à titre personnel. il y a quelque chose. Que les auditeurs n'hésitent pas à nous écrire ce qu'ils en ont pensé. Voilà. Sauf qu'on va parler de Brigitte Macron, puisque ces derniers jours, on a la journaliste, en tout cas animatrice YouTube ou animatrice de podcast Candace Owen qui est arrivée en France. Et alors sa particularité, elle, c'est que elle explique que Brigitte Macron est une femme transgenre. Elle a reçu un courrier d'ailleurs, donc des avocats de Brigitte Macron lui expliquant que il fallait qu'elle cesse d'alimenter cette désinformation. Et donc, suite à cela, Candace Owens a choisi d'arriver en France et elle explique que normalement, a priori, pour la fin de semaine, elle devrait faire de grandes déclarations sur Brigitte Macron. On va pas réagir à cette polémique, on va pas se demander si Brigitte Macron est une femme trans. Enfin, si vous voulez partager votre avis, Stanislas, vous pourrez, mais ce qui est plutôt intéressant, c'est de voir à quel point cette question, notamment aux États-Unis, intéresse énormément les gens. Est-ce que ça peut laisser penser aujourd'hui de l'image qu'on a laissé se construire de la France dans le monde ? Ouais. On sait que même d'un point de vue du tourisme, on a cette chinoise, ou cette asiatique, alors je ne sais pas si elle était chinoise, mais en tout cas cette asiatique en larmes en expliquant qu'en fait elle est arrivée à Paris avec des rêves et qu'elle se rend compte que ce n'est plus ça. Enfin, on a quand même une énorme dégradation de cette image avec des polémiques aujourd'hui qui n'ont même plus lieu d'être, qui remplacent l'image sublime qu'avant les gens avaient de la France. Oui, alors attention, parce que des touristes asiatiques ou des touristes américains viennent en France et soient déçus, de l'état du pays, c'est une chose. Que maintenant une influenceuse américaine raconte n'importe quoi sur la première dame du pays, c'en est une autre. Elle est très écoutée par les Américains. Ah mais nous, Genre, vous savez, c'est Michou, le youtubeur, il est très écouté par les Français. France Inter est très écouté par les Français. Ça ne fait pas de leur audience une qualité. Bien sûr. Mais qu'on le veuille ou non, ils ont une influence massive. Mais, bien sûr, mais sauf que cette polémique, notamment sur le fait que Brigitte Macron soit un homme ou une femme transgenre ou que sais-je, elle est franco-française. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, pour nuire au président de la République, l'ont attaqué là-dessus. Je ne vais pas pleurer sur le cas d'Emmanuel Macron là-dessus. En revanche, Brigitte Macron n'a de fait rien demandé, ou en tout cas peu demandé. Et la justice a déjà jugé en France. En quand plus. Même. Non, mais donc, c'est-à-dire que on ne peut se plaindre que des Américains se moquent de nous et tentent de nous humilier quand c'est nous-mêmes qui tendons le bâton pour se faire battre. En revanche, là où je vous rejoins évidemment sur le sujet des touristes, sur le sujet de l'image que l'on donne à l'international, évidemment qu'Emmanuel Macron a toute sa part. On parlait de l'état du musée du Louvre, on parlait de l'état de la Tour Eiffel, on parle des travaux à Paris, on parle de l'insécurité, on parle de la saleté dans cette ville, mais d'ailleurs dans bien d'autres, dans d'innombrables villes de France. Là, en effet, c'est de la faute des pouvoirs publics et de ces gouvernants qui, depuis des années, ont laissé le pays s'écrouler. Mais voyez, est-ce que vous pensez que cette polémique, elle aurait pris si jamais, justement, la France ne s'affichait pas comme chef de ligne d'un progressisme qui dégoûte pas mal de pays aujourd'hui plus conservateurs? Richard de Sèze connaît, j'imagine, mieux que moi cette polémique. J'ai eu très peur de ce que vous alliez dire sur ce que j'étais censé connaître mieux que vous en matière de LGBTQIA+. Pas du tout, je ne me serais pas permis, ne serait-ce que pour être invité la semaine prochaine. Mais Georges Pompidou aussi, lui, a été victime de rumeurs sur sa femme faisant des parties fines à l'époque et a été violemment attaqué. On sait que ça l'a beaucoup touché. On sait qu'il a été, quand il était Premier ministre, si je ne m'abuse. Pourtant, à l'époque, ni Georges Pompidou, ni le président de la République, le général de Gaulle, n'étaient des progressistes ou des woke. Pourtant, on a tenté de déstabiliser le chef du gouvernement par ces rumeurs. Il y a une vieille tradition en France. Voilà, Henri III était réputé être homosexuel parce que ça arrangeait les protestants à l'époque d'expliquer que c'était une infamie. Les choses ont évolué et d'une manière générale, les gens au pouvoir sont toujours attaqués. Ce que je trouve fascinant, c'est la manière dont on attaque Emmanuel Macron. On l'attaque à travers sa femme parce que de toute façon, ce couple est hors norme. On attaque Donald Trump sur sa mégalomanie
Meloni, on attaquait Biden, mais là, à juste titre, sur le fait qu'il était gâteux. On attaque Poutine sur le fait qu'il a un cancer. Depuis le temps, il doit être drôlement bien soigné. Et donc, d'une manière générale, voilà, il faut absolument qu'en politique, on ait une explication qui soit purement de l'ordre du symbole et du corps. Voilà. Et donc, le corps de Macron n'existe pas assez, il n'a pas assez de substance. On a besoin de lui adjoindre sa femme pour en faire vraiment un objet de détestation, un objet de dégoût. Trump, Poutine, Xi Jinping, Orban se suffisent à eux-mêmes. Voilà. Giorgia Meloni, personne ne connaît son mari. Et voilà, on l'attaque elle, et elle aussi. Il y a ces attaques physiques, ces attaques psychologiques où voilà, on explique évidemment que le pouvoir rend fou, ce qui d'ailleurs est vrai. Mais voilà, Macron, en fait, c'est vraiment un ectoplasme. Voilà, il se nourrit de la substance du Louvre, il se nourrit de la substance de son couple, il se nourrit de la substance de Notre-Dame. C'est quelqu'un, Guylain Benassal disait tout à l'heure, mais que reste-t-il déjà d'Emmanuel Macron, en fait? Ouais. Beaucoup de gens se sont quand même interrogés sur sa santé mentale à Emmanuel Macron, notamment au moment de cette dissolution spontanée. En février qui sort... le président toxique. Oui, voilà, mais même un chercheur du CNRS s'est vraiment posé vraiment la question là-dessus. Oui, mais peut-être que le pouvoir rend fou, mais c'est facile de tout psychiatriser. Je crois qu'il peut parfois y avoir des idéologies derrière, il peut y avoir des calculs politiques qui sont mauvais, il peut y avoir une façon de voir le monde. Je crois par exemple que la seule, et je disais tout à l'heure qu'il n'en avait pas, la seule chose que je le reconnais, c'est qu'il a une vision... européenne, il se prend pour le roi de l'Europe, Emmanuel Macron. Je crois que c'est par exemple sa seule vision. Il veut effacer l'identité française au profit d'une grande Europe, d'une Union européenne, ou en tout cas d'une Union européenne fédéraliste. Donc, il a aussi une idéologie, et l'attaquer en permanence sur son caractère, il est fou, il est mégalo, etc. Peut-être qu'il est mégalo, peut-être qu'il est bouffé par l'hubris. Simplement, je crois qu'il y a bien d'autres axes d'attaque politique avant d'en arriver à ces considérations plus personnelles. Sur le président de la République et qui sont presque une excuse en plus. Dire qu'il est fou, c'est comme s'il n'était pas responsable de tout ce qu'il posait. C'est le déresponsabiliser. Et puis accessoirement, pardon, mais je crois que beaucoup de gens sont choqués. Peut-être que dans un microcosme, notamment lié aux réseaux sociaux, et puis au-delà du fait que ça puisse nous faire rire, certaines polémiques, je crois que ça le victimise plus que ça ne l'affaiblit. Dans le cas précis de cette polémique, pardon. Trump a aussi été beaucoup pris pour un fou, et aujourd'hui certains expliquent que c'est cette folie qui le pousse à prendre ces mesures très strictes sur sa politique. Est-ce que finalement la folie c'est si mal en politique? On le voit, il a réussi à imposer à la Colombie sa vision politique en même pas 2 jours. Non, mais je crois très franchement qu'on n'est pas président des États-Unis si on est totalement barré. Si on est totalement fou, on n'arrive pas à ce niveau de responsabilité. Vous pensez? Je crois je pense aussi. Vous pensez pas qu'il faut un petit grain de folie justement c'est ce que j'allais vous dire. Il faut un brin de folie qui peut être assimilé à de l'imprudence, à de l'audace, à tout cela. Mais en tout cas, on n'est pas barré quand on est président des États-Unis. Enfin, on l'a dit, mais d'ailleurs, voilà. Joe Biden. Les contradicteurs de Donald Trump, expliquaient qu'il était fou allié. Il a gouverné le pays pendant 4 ans. Alors, il a fait des choses sûrement très bien, des choses sûrement très mal. Il n'y a pas eu de guerre nucléaire, c'est pas un savant fou non plus. Et puis surtout, là, il revient 4 ans plus tard, hyper entouré, avec un programme tout ficelé. Donc, ça ne fait pas trop Caligula en train d'épouser son cheval. Et je crois qu'il en joue. Et c'est là où il ne faut pas se tromper non plus à ce niveau-là de responsabilité. On a des conseillers politiques, des conseillers de communication. Il y a un grand sujet sur les coupes de cheveux. Vous voyez, des chefs d'État dits populistes. Milley, Boris Johnson, Donald Trump, etc., qui expliquaient par exemple que c'était une forme de stratégie pour se détacher de l'intelligentsia, d'avoir des cheveux un peu touffus tout en étant en costume. Enfin bon, bref, c'était... Et ce côté coiffé, décoiffé, ce brushing à la française, en fait. Voilà, un peu comme vous, Richard. Pardon, mais... Non, mais c'est vrai. J'allais vous poser la question sur vos ambitions présidentielles. J'ai déjà réussi mon plan secret qui était de devenir directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Attention à son président, parce que je sens que... Mais méfiez-vous du plan il a concurrencé de la personne avec le président. Oui, non, mais c'est... Il n'y avait pas qu'Emmanuel Macron qui avait cette accusation de est-il fou, etc. François Hollande se tirait aussi, traînait un boulet, comme quoi il n'était pas non pas fou, mais vraiment complètement amateur. Pato. Pato, oui, c'était... Non, mais en tout cas, tout le monde s'est très vite rendu compte qu'il n'était pas à la hauteur, et il a dû aussi se traîner des accusations équivalentes. Joe Biden, on dit qu'il était sénile, mais je vous invite à retrouver les campagnes de 2019, où là, pour le coup, il avait l'air plutôt clair, et il était beaucoup plus énergique que fin 2024,
où là, c'était vraiment très problématique. Donc, il y a eu une évolution comme ça. Et sur plus globalement, je pense que ça dépasse le fait de la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est plus généralement en Europe. On a vraiment une vision qui se dégrade, surtout avec cette arrivée de DeepSeek, cette IA chinoise qui, du coup, vient concurrencer et va resserrer les taux de l'Europe qui est prise entre les mâchoires des États-Unis et de la Chine, surtout en matière technologique. Et il y a notamment beaucoup d'investisseurs et de chefs d'entreprise qui partagent une image sur les réseaux sociaux, j'en ai une sous les yeux, où c'est les États-Unis d'un côté avec Elon Musk, ChatGPT, OpenAI, donc l'investissement, la Chine, là encore, DeepSeek, etc. Et l'Europe, l'investissement, c'est le bouchon qui reste collé à la bouteille. C'est pour vous dire vraiment l'image que l'on a sur un plan. Le fait qu'on a réussi comme innovation à avoir une bouteille qu'on décapsule mais dont le bouchon reste attaché. Ce qui fait qu'on ne perd pas le bouchon. Et c'est ça. Donc, voilà. Non mais vraiment c'est pour vous dire, et c'est des chefs d'entreprise à plusieurs millions d'abonnés qui partagent ça. Et donc voilà, comme équivalent à Brigitte Macron, la même stratégie, c'est vraiment une manière de taper sur l'Europe. Et c'est vrai qu'on n'a pas grand chose à répondre. Bon, on a tenté de sortir une IA française récemment pour essayer de concurrencer le marché. Qui est grotesque. Qui est grotesque, mais qui a été déprogrammée très rapidement parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était complètement nulle. Mais là-dessus, le drame français, c'est que nous avons des génies dans le domaine de l'intelligence artificielle, Ils sont plus ici. mais ils ne sont plus en France. C'est ça. C'est tout le problème. Non, il y en a encore en France, à l'INRIA par exemple. Mais c'est surtout, il y a les génies du ministère qui passent leur vie à sortir des produits informatiques absolument minables. Et pour des effets d'annonce qui évidemment sont contrôlés. Vous vous souvenez de l'application Tous Covid et d'une manière générale de tous les gadgets applicatifs que le gouvernement Macron a pu sortir. À chaque fois, le code était pourri, il y avait des failles de sécurité, les gens n'arrivaient pas à la faire fonctionner. À chaque fois, il y a cette prétendue start-up nation qui réussit uniquement à produire du numérique bas de gamme. La Lituanie est 100 fois plus avancée que nous en matière de gouvernance informatique du pays. Mais c'est pas grave. Oui. Macron continue à hurler cocorico au milieu de son Louvre virtuel. Et on a le président de la République qui répond à des influenceurs sur TikTok pour leur expliquer que l'on pourra payer avec notre téléphone les péages. Ouais, effectivement. Donc, dans le sens de l'exemple de la bouteille d'eau. Qui s'est avéré être un islamiste et qu'en plus avait complètement menti et qui ne s'était pas fait verbaliser puisque la verbalisation n'existe pas. Au moins, lui a eu de la chance d'avoir la réponse du pouvoir, contrairement aux agriculteurs. Stanislas Rigaud, quand on parle justement des innovations européennes, est-ce que le problème, c'est pas aussi la bien-pensance, une fois de plus, avec notamment toute cette idée selon laquelle maintenant l'innovation doit servir à essayer de produire une façon de consommer plus verte, plus écologique. On le disait, en fait, l'histoire de ces petits capuchons qui restent accrochés à la bouteille, c'est pour éviter qu'ils ne finissent dans la mer. Alors, c'est très bien, on s'en réjouit, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un travail marketing énorme pour faire la promotion d'un tel qui a pensé à comment faire des étiquettes de bouteilles faites avec du fumier de cheval. Enfin, voilà, on est quand même en train de s'enfermer dans ce monde-là. Oui, c'est évidemment ces militants de la décroissance qui sont là et qui existent. Moi, je pense tout l'inverse. J'ai eu l'occasion d'aller à plusieurs salons industriels et dans le cadre des campagnes que j'ai pu suivre avec Éric Zemmour, de discuter de fait dans ce cadre-là avec de brillants ingénieurs français. C'est parce qu'on innovera qu'on arrivera justement à sauver la planète ou en tout cas à la préserver. Ce n'est pas en régressant et en voulant revenir à l'âge de pierre que l'on arrivera à travailler sur des façons de se déplacer à travers le monde ou des façons de se déplacer à travers le pays. De façon écolo, c'est-à-dire qu'il faut justement miser sur nos cerveaux, sur l'intelligence humaine pour le faire. Et surtout, il y a une urgence, puisqu'il y a un débat évidemment de fond sur l'utilisation de ces intelligences artificielles, de cette nouvelle technologie qu'il faut poser à la société. C'est un débat de société dont on parle très peu, c'est un sujet qui reste effrayant, notamment sur les questions de la vie qui vont être bousculées dans les prochaines années. Et puis de l'autre côté, contrairement aux autres révolutions industrielles, comme l'arrivée de la locomotive ou de l'imprimerie, ça arrive à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 ans, ChatGPT, pour citer cette intelligence artificielle, s'est décuplée et bien plus puissante qu'elle ne l'était il y a 2 ans. Donc il y a 2 choses à faire au niveau de ce sujet. Évidemment, la première, c'est de se poser la question de son utilisation en tant que telle, typiquement à l'école. Et deuxième chose, évidemment, de s'en équiper, et en tout cas de tout faire pour ne pas être à la ramasse et être coincé, comme l'a très bien dit tout à l'heure, entre l'Asie
et le bloc américain qui est en train de faire des progrès monstrueux. Et puis ça va entraîner des pertes d'emplois, ça va entraîner Ah bah oui. du chômage de masse, ça peut entraîner beaucoup de choses, un abrutissement définitif de toute une génération. Donc il faut évidemment prendre ce sujet. Oui, au sérieux. Luc Ferry, l'ancien ministre, vient de sortir un livre là-dessus sur l'IA. Il parle des centaines de milliers d'emplois vont disparaître purement et simplement et qu'on pourra avoir des entreprises fantômes qui vont générer des milliards d'argent par an, mais qui n'aura aucun salarié. C'est-à-dire qu'elle s'autogérera d'elle-même. Et donc Ce qui est déjà le cas. c'est un bouleversement. Non, mais c'est un bouleversement sociétal absolument majeur. Et nous, on organise, je sais pas comment on appelle ça, un congrès, un événement sur l'IA et sur le thème de la régulation. Voilà ce qu'est l'Europe, l'Union européenne, c'est Ça réguler. Et on a 2 sujets majeurs qui peuvent bouleverser le monde l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie, qui aussi n'a pas à négliger. Sarah Knafo aussi en a parlé récemment. Et nous, on ne pense qu'à réguler. Donc, Aurore Lalucq, qui est députée européenne, veut réguler la crypto-monnaie, le Bitcoin plus particulièrement. Et l'Union européenne, dans sa globalité, veut réguler l'intelligence artificielle. On est complètement à la ramasse, faut le dire. Oui, puis par ailleurs, ces régulations concerneraient uniquement l'Union européenne. Donc, je veux dire, les autres pays, a priori, ne vont pas attendre que nous, l'Union européenne, nous imposions nos Oui, bien vues sûr, et puis non, ils mais vont voilà. juste avancer sans nous. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est en fait dans cette gouvernance internationale, l'Union européenne part bonne dernière et ne fait pas du tout partie des personnes influentes là où les décisions sont en train d'être prises. On peut finir sur ces mots, je pense. Chacun pas Non, de mais c'est ça, on frustration, n'ose pas pas parler de après Richard de censure. 16. tout va bien. Non, mais Non, et puis l'horloge nous dit que c'est l'heure. Je n'aiderai plus Liselotte. Merci beaucoup à tous pour cette édition. On aura abordé énormément de sujets très, très divers. Merci à tous. Merci Stanislas Rigaud d'avoir Merci à été vous. présent avec nous aujourd'hui. On vous retrouve la semaine prochaine.